Donc, bienvenue pour ce webinaire Créer votre gouvernance sur mesure. Donc, on est ensemble là jusqu'à 9h30. Et mon but là, c'est de vous montrer un petit peu qu'est-ce qui est possible de faire en gouvernance, quel est l'intérêt de créer sa gouvernance sur mesure plutôt que de suivre un modèle, de voir un petit peu la diversité du coup, des manières de prendre des décisions, de s'organiser qui existent. Et on verra aussi, je pense qu'on aura le temps de voir un exemple d'organisation. C'est vous qui me direz laquelle vous intéresse le plus. Euh, Et on va démarrer tout de suite. On va parler de gouvernance toute la soirée. Euh, on va déjà se mettre d'accord de quoi on parle. Hop. Donc, gouvernance, c'est un mot ancien, mais qui a été remis un petit peu au goût du jour. Et chacun a un petit peu sa gouvernance, sa définition du mot. Moi, je vais vous donner la mienne, celle de la gouvernance intégrative. Euh, pour moi, c'est l'art de s'organiser, de prendre des décisions, que ce soit de la plus petite à la plus grande décision. Et une question qui synthétise ça, c'est qui décide de quoi et comment, quel processus. Voilà, et donc ça inclut différents éléments, les rôles et les instances, euh, comment on attribue les rôles, comment ils sont exercés, comment ils se coordonnent, est-ce qu'il y a des liens de subordination suivant les instances, les rôles, tout ça. Quels processus de décision sont utilisés, dont les processus informels et dont aussi le niveau d'autonomie qu'on laisse aux gens. Si on a plusieurs processus, comment est choisi le processus pour chaque décision? Ça, c'est un petit peu la clé de voûte d'une gouvernance. Tout ce qui tourne autour des réunions, la préparation, le déroulement, le suivi, et aussi la circulation des informations nécessaires aux décisions. Voilà. Et ça, c'est pas forcément complètement exhaustif non plus, mais là, on a déjà une bonne base. Vous imaginez qu'en 1h30, on va pas forcément pouvoir aborder tout ça et en détail encore moins. Moi, mon objectif, vraiment, là, je serais satisfait si vous sortez de ce webinaire avec plus confiance en vous, avec la capacité d'être plus créatif. Et parce que faire sa gouvernance sur mesure, en fait, moi, j'ai créé une méthode qui aide les organisations à le faire, mais en fait, il y a plein d'organisations qui le font depuis toujours. Alors, ils le font en tâtonnant, mais ça marche aussi. Des fois, c'est un peu plus long et il y a des étapes un peu difficiles, mais ça marche aussi. Et vous et votre groupe, vous avez la capacité de faire ça. Et si je peux vous donner cet élan-là et donner quelques pistes pour faire ça, j'en serais très heureux. Euh, oui, par rapport au cadre, n'hésitez pas à poser vos questions, à lever la main. Hop, je vais le faire. N'hésitez pas à poser vos questions. Normalement, vous avez une petite icône dans les réactions. Vous pouvez faire lever la main. Et dans ce cas-là, je vous verrai apparaître. Je peux vous passer la parole. On peut aussi utiliser le chat pour discuter tout au long du webinaire. N'hésitez pas, puisqu'il y a des moments participatifs, mais il y a le chat permet aussi, du coup, sans se couper la parole, une manière de partager des choses, des réactions, des questions. Euh, voilà, n'hésitez pas. De compléter des choses, si ça se trouve, il y a certaines choses que je dirais que vous aurez envie de compléter, c'est tout à fait bienvenu. Voilà, donc si on fait s'il y a les questions au fur et à mesure, moi ça me va bien, je garderai un œil sur le temps, mais ça fait un côté interactif qui est plaisant. Alors je vais me présenter brièvement. Donc moi je m'appelle Sacha Epp. Moi j'ai fait de la gouvernance mon métier depuis 3 ans, donc je suis formateur, je forme des individus, je forme des professionnels aussi à la gouvernance intégrative et j'accompagne des organisations, du coup avec la gouvernance intégrative. Euh, j'ai créé non, je vais partir de plus loin. Dès que j'ai été adulte, dès que j'ai fini mes études, je suis parti voyager parce que j'avais besoin de sens et je suis allé notamment dans le milieu des lieux collectifs, un milieu qui bouillonne un peu au niveau prise de décision. Et j'ai aussi travaillé dans différentes entreprises. J'ai vécu du coup j'ai pas mal voyagé. Du coup, j'ai vécu des expériences. J'ai expérimenté des modèles de gouvernance très différents et j'en ai vécu les avantages et les limites, les inconvénients. J'ai été formé à la gouvernance partagée il y a quasiment 10 ans, auquel j'ai vraiment adhéré pour les valeurs, pour la qualité des outils, mais j'en ai vu les limites aussi. Euh,
Et toutes ces expériences-là, en fait, m'ont amené à, j'ai fait un peu ma crise il y a 4 ans, de la gouvernance partagée notamment. Je me suis dit, c'est pas possible que ça soit la panacée de ce qui existe en gouvernance. Il doit exister autre chose. Et moi, je sais que je veux autre chose pour les groupes dont je fais partie. Et ça m'a lancé dans une quête qui a abouti sur 2 convictions. La première, c'est que les manières de décider ne sont pas bonnes ou mauvaises en soi. C'est qu'elles sont adaptées ou pas à certaines situations. Et que l'enjeu, c'est de choisir la bonne au bon moment. Donc justement, ce côté intégratif. Et l'autre, c'est que ce qui se fait en gouvernance, ce qui se fait quasiment tout le temps, ce que fait quasiment tout le monde, c'est qu'il y a des gens brillants qui inventent des modèles de gouvernance. Alors il y a des modèles qu'on hérite, comme la hiérarchie, par exemple. Puis il y a des modèles des gens qui inventent la gouvernance partagée, sociacratie, holacratie. Il y en a plein des modèles. Et après, ces modèles, bah, ces gens vont les transmettre et il y a des gens qui vont essayer de les copier. Donc en fait, c'est à l'organisation de s'adapter à un modèle, ce qui est coûteux pour les gens. Euh, En termes de formation, mais la formation encore souvent ça va, ça, c'est juste une question de temps et d'argent. Mais le problème, c'est que le modèle n'est pas forcément adapté aux réalités de l'organisation. Et voilà, donc c'est ça qui se fait d'habitude en gouvernance, c'est que c'est à l'organisation de s'adapter au modèle. Moi, du coup, j'ai renversé complètement ce paradigme-là. Moi, ce que j'ai créé, du coup, c'est pas un modèle de gouvernance, c'est une méthode qui sert qui aide pour aider les organisations à créer elles-mêmes leur gouvernance. Donc 100% sur mesure. J'ai jamais accompagné 2 groupes qui ont créé la même gouvernance. Donc, du coup, j'ai une boîte à outils assez large, très large, qui englobe l'outil de la gouvernance partagée et plein d'autres. Et ben, suivant les problématiques de la structure, on va trouver ce qui, lui- ce qui répond à sa problématique, à ses problématiques. Euh, voilà, vous allez en découvrir un peu plus pendant le webinaire. Moi, j'ai une première question pour vous. C'est euh, de quel type d'organisation, là vous êtes intéressé par de la gouvernance. Alors je vous l'ai demandé dans le questionnaire, mais je suis intéressé à ce que vous puissiez le voir aussi. De quel type d'organisation vous faites partie? Est-ce que vous pouvez me le dire dans le chat? Il peut y en avoir plusieurs, hein, et entre autres, pour lesquels est-ce que ça vous intéresse? Pour lesquels est-ce que ces questions de gouvernance vous intéressent? Est-ce que vous pouvez le noter dans le chat? Moi, je vais lire le chat. Un éco-habitat, future coopérative d'habitants, une librairie coopérative en SKIC, écolieu. OK. Ah, ah. Ici, au terroir, c'est le grand mix. Entreprise individuelle, association, collectif, résident. Voilà. Donc, effectivement, moi, un constat, je vois les gens qui s'intéressent, qui ont envie de travailler sur la gouvernance, entre quelques startups, militants, milieu militant, tiers-lieux. C'est qu'il y a une énorme diversité d'organisations et que même quand c'est le même type d'organisation, euh, 2 chorales, 2 entreprises, deux écolieux vont pas du tout fonctionner de la même manière, vont être très différents. Donc il y a vraiment, premier constat pour moi, c'est qu'il y a une grande diversité d'organisations, d'où l'importance de prendre en compte cette diversité-là, pas vouloir de proposer des solutions formatées, d'où la difficulté de proposer des solutions formatées. Euh, Allez, on va faire un petit brainstorming. Euh, alors, attendez, je lance ça. On va faire un petit brainstorming. Vous allez me dire euh, quelles sont les manières dont les décisions se prennent que vous connaissez. Donc, on est du registre là des processus, des choses voilà, assez concrètes. La décision, elle se prend comme ça. Donc, je vous invite à me le dire. Soit vous pouvez allumer votre micro pour me le dire,
Voilà, juste nommer la manière. Soit vous pouvez l'écrire dans le chat aussi. Moi, du coup, je vais les renoter. Le consentement. Le Le vote. vote. Oui. Alors, je vais noter vote à la majorité. Hop, je pense que c'est celui-là. La non-opposition. Les mandats. Alors, mandat, je vais essayer de rassembler aussi certains processus. Donc, mandat, j'imagine que c'est des rôles. Voilà, je vais aussi décision par consentement. Non-opposition. Alors, non-opposition, je ne sais pas ce que c'est. J'imagine que ça se rapproche un petit peu du coup. En tout cas, le mot fait penser au consentement. J'imagine que c'est proche. Euh, et donc, je vais le garder. Oui, c'est proche, effectivement. Donc, je vais le garder avec consentement. On ne va pas rentrer dans un niveau de détail trop élevé là pour le. Alors, l'élection sans candidat, pour moi, c'est une manière d'attribuer un rôle. Euh, je le mettrai pas là dans la catégorie prise de décision. Et ça serait super intéressant. J'avais un peu pile ou face, c'est est-ce qu'on explore les manières de prendre les décisions ou est-ce qu'on explore les manières d'attribuer les rôles? Deux choses hyper intéressantes. Consensus. OK. Est-ce que vous en voyez d'autres encore? Et je lui donne aussi un petit indice, c'est que vous avez peut-être remarqué que la question est formulée de manière un petit peu alambiquée, mais c'est très précis, c'est volontaire. C'est pas les processus de prise de décision, c'est les manières dont les décisions se prennent. Peut-être que ça va vous évoquer des choses ou pas. À l'usure. À l'usure, je dirais que c'est un consensus, ça peut être un consensus raté, un consensus de façon autoritaire. Ouais. Alors, Maïko, est-ce que tu pourrais me donner un exemple là, un exemple de décision autoritaire, juste pour que je cerne bien ce que tu veux y dire par là? L'unanimité. L'unanimité, je vais la garder un petit peu dans la famille du consensus. C'est pas tout à fait la même chose, mais c'est assez proche. Merci, Maître. Maïko, Maïko, si tu as envie, c'est pas obligé. Si tu as envie de nous préciser un peu ce que tu entends de manière autoritaire. Parce qu'un rôle peut être autoritaire, par exemple. Je décide et j'impose mon point de vue. Est-ce que tu auras un exemple dans un contexte? Est-ce que c'est quelqu'un qui a un rôle qui est autoritaire? Ou est-ce que c'est dans un autre contexte ou délégation d'autorité? Ouais, pour moi, ça se rapproche du rôle aussi. La question, Maïko, c'est est-ce que tu as un contexte, un exemple de décision? Bah tiens, telle personne ou tel contexte a pris telle décision autoritaire. Ça m'aiderait à bien cerner. Qui peut être fictif, hein. Donc, pour l'instant, j'ai à peu près 4 grandes catégories. OK. Eh ben, on va euh, s'arrêter là pour le moment. Merci. Euh, ok, donc à l'exemple de Maïko, je décide de faire casser ou construire quelque chose dans une pièce sans avoir consulté les rôles, sans avoir consulté les autres. Est-ce que cette personne a un rôle particulier euh, qui lui donne une légitimité pour cette décision ou pas? Pas de rôle explicite, non. Ok. Euh, donc c'est une autre manière dont peuvent se prendre les décisions. C'est des initiatives individuelles. Euh, et donc qui peuvent être effectivement mal placées et fait ah bah tiens, bah, écoute, en cite une autre, sans avoir consulté les autres. Bah, une autre manière de prendre des décisions, c'est la consultation. Alors qu'on en a deux de plus.
Donc, les initiatives personnelles, la consultation, les consultations, il y a plein de modes de consultation différents. Alors, je vois le référendum. Souvent, le référendum, c'est un vote à la majorité. C'est la question de qui on consulte. Ben, on consulte tout le pays. Ok, donc on se retrouve avec 6 familles. Euh, Moi, quelque chose que je vois là dans les manières de prendre les décisions que vous avez citées, c'est que c'est beaucoup de manières formelles de prendre les décisions, à part peut-être les initiatives individuelles. Et souvent, quand on s'intéresse à la gouvernance, j'en vois une autre qui m'intéresse, quelqu'un qui rajoute le tirage au sort, que je vais nommer pour élargir un petit peu le hasard. Euh, et et les modèles de gouvernance, la plupart du temps, ils s'intéressent uniquement à ce qui se passe de manière formelle, mais en fait, il y a plein de manières informelles de prendre des décisions. Donc, si on regarde un groupe, on regarde comment se prennent les décisions, on va observer que souvent, la partie émergée de l'iceberg, eh ben, euh, c'est ce qui va être formel. Et qu'en fait, il y a toute une partie du pouvoir des prises de décision qui se passe dans l'informel. Donc, tout ce qui est formel, c'est voilà, on est en réunion, on a un processus, on a un rôle bien défini. Souvent, ça passe par l'écrit, pas tout le temps. Mais en fait, de manière informelle, il va se passer énormément de choses dans le groupe. Il va y avoir des initiatives personnelles, il va y avoir du leadership aussi, des gens qui vont s'auto-attribuer des rôles, des missions, de l'ancienneté. Le groupe va confier du pouvoir à des gens parce qu'elle leur reconnaît une qualité, une compétence particulière. Il y a aussi plein de décisions où on va juste reproduire la tradition, les habitudes. Quelqu'un qui dit là dans le chat la pause clope, il y a plein de choses qui vont se passer dans les couloirs, des fois du consensus informel, des gens qui discutent dans les couloirs, ah, et si on faisait ci, ça, etc. Donc il y a énormément de choses qui se passent de manière informelle. Et, euh, et pour moi, une des réalisations là, quand j'ai démarré le travail, en fait, de voir qu'en fait, les modèles de gouvernance, notamment les modèles de gouvernance partagée, ils rejettent souvent l'informel. Alors, soit on fait comme si ça n'existait pas, on ne s'intéresse qu'au processus formel, soit il y a carrément des modèles de gouvernance, comme l'holacratie par exemple, qui essaye de tout formaliser, ce qui n'est pas sans conséquence. Donc, généralement, quand un groupe démarre, il y a un groupe qui se crée, quelqu'un qui lance une asso, un projet. Généralement, on démarre, ça démarre de manière informelle. Est-ce que vous pourriez me citer là, à l'écrit ou à l'oral, on va pas faire quelque chose d'exhaustif, mais juste nommer des avantages. Quels avantages ça a de fonctionner de manière informelle? Voilà, on a un groupe peu structuré, les décisions se prennent un peu comme ça, les rôles aussi. Qu'est-ce que ça a comme avantage? Gain de temps, Gain de temps, ouais. adaptation. Gain de temps. Il y a de l'adaptation, ouais. Euh, Adaptation, c'est souple. La souplesse. Ouais. Euh, ouais. Dynamisme aussi. Rapide, ça revient un peu. Une adhésion forte d'un petit groupe, ouais, ça peut créer de l'adhésion aussi. Ok, Ça super. peut laisser une place à l'intuitif, au ressenti. Ouais, ça laisse de la place à l'intuition. Ok, super. Et est-ce que vous pouvez maintenant me dire les inconvénients? Du coup, si on fonctionne que comme ça, on n'a que de l'informel, qu'est-ce que ça va générer comme problème, comme inconvénient? Manque de transparence, de compréhension pour tout le Oui, monde de ce qui oui, se passe, de pourquoi on a décidé ça, comment ça se fait. oui, tout à fait. Il va y avoir beaucoup de flou, de manque de Mm, transparence. Euh, il n'y a pas de mémoire, donc du coup, beaucoup de choses vont être orales, mm, manque de mémoire, donc ça ne va pas être durable, notamment. mm, Excluant, prise de contrôle de ceux qui ont un réseau fort, oui. mm, Euh, ça peut créer, ça peut être excluant, alors pas toujours, mais ça peut être excluant. Je vais mettre une petite étoile d'ailleurs pour montrer que ce n'est pas une règle, mais que c'est un risque. Ça peut être excluant. Et en tout cas, ça laisse la porte ouverte à toutes les dynamiques, de pouvoir qui peuvent être pas très saines, que ce soit des dynamiques de genre, que ce soit des dynamiques d'ancienneté, d'autorité, de caractère mm, particulier qui vont prendre le pouvoir, etc. mm, Voilà, donc qui peut créer
ce qui peut créer de l'insécurité. Ok. Donc généralement, au bout d'un moment, le groupe, bah, il va commencer à souffrir de ce côté informel et de tout ce que ça génère, et il va commencer à formaliser son fonctionnement. Et qu'est-ce que ça va apporter de commencer à formaliser le fonctionnement? De la structure, ouais. Alors, la structure, c'est quasiment un synonyme de formaliser, mais oui, ça apporte de la structure. Et j'ai bien un petit peu plus de précision. Qu'est-ce qu'elle donne comme avantage, cette structure? Qu'est-ce qu'elle va apporter comme de la transparence, de la pérennité, ouais. Ça rassure, des informations partageables, pérennité, de la conscience. Et en fait, si vous voyez, c'est assez logique. C'est un miroir, en fait. Les avantages du formel sont le miroir des inconvénients de l'informel. Et notamment, bah, par exemple, l'informel qui peut être excluant, des dynamiques de pouvoir et tout ça, bah, si on fait quelque chose de formel, où on est sûr que tout le monde a son taux de parole, tout le monde a son droit de vote, tout le monde, etc., bah, ça peut apporter, par exemple, de l'équité, des mis de la conscience. Alors, il y a des gens, Dominique, ouais, de la mémoire, pérennité, donc là, ça va avec la mémoire. Dominique commence à me voir les inconvénients du formel, parce que du coup, si on va dans un excès de formalisme, ce que certains modèles, malheureusement, de gouvernance font, qu'est-ce que ça va apporter comme inconvénient? Bah, on peut regarder, hein, Edith, si on regarde les avantages de l'informel, ça va nous faire le miroir Ouais, c'est ça, rigidité. Ouais. des inconvénients. Donc, rigidité, comme a dit Dominique, la rigidité, le temps que ça prend, ça peut être chronophage, le manque de créativité, ouais. Ok. Et donc, on voit bien, en fait, qu'est-ce que c'est là, formel-informel, c'est une polarité. Mm. Une polarité, pour la définir simplement, c'est un set d'opposés, donc c'est deux choses opposées, mais qui sont aussi complémentaires. Et pour fonctionner bien, pour fonctionner bien dans le temps, un groupe a besoin des deux. Et là, on voit la polarité formelle-informelle. Et donc, un groupe, pour bien fonctionner, il a besoin de ces deux choses-là. Même si on essaie de le supprimer, de toute façon, informel, on n'y arrivera pas. Les gens ont aussi besoin de ça, ça va revenir on va le sortir par la porte, ça va revenir par la fenêtre. Et, et, l'invitation de la gouvernance intégrative, c'est plutôt que se focaliser sur une seule des polarités et de dire c'est la bonne et d'aller à fond là-dedans. Si on fait ça, en fait, on va avoir les avantages de la polarité, mais on va aussi immanquablement avoir ses inconvénients. Donc le but, l'invitation de la gouvernance intégrative, c'est de trouver un équilibre entre cette polarité dans notre fonctionnement, d'intégrer les deux, et du coup d'avoir au maximum les avantages de chacun, des deux polarités, et au minimum les inconvénients. C'est d'essayer de danser, de trouver cet équilibre-là. Et, Et pour l'informel, par exemple, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire déjà conscientiser qu'il y a plein de choses informelles qui se passent, qu'en fait tout ne se passe pas comme c'est écrit dans les statuts. Voilà, il y a plein de choses, plein de gens qui ont du pouvoir, plein de décisions qui se passent dans les couloirs et tout ça, et que c'est là, c'est la réalité. Et après, il faut le cadrer quand ça crée des problèmes, quand ça crée du flou, des conflits. Quand on voit qu'on a les inconvénients, on va cadrer. Et par contre, quand on voit qu'on a les inconvénients du formel, et ben là, on va légitimer plus l'informel, on va lui permettre d'exister. Et voilà, donc, trouver cet équilibre. Et là, je vous ai fait l'exemple de la polarité formelle-informelle. Mais en fait, des polarités qui traversent la gouvernance, il y en a plein. Il y a la polarité verticalité-horizontalité, liberté-centralisation, efficacité, soin de la relation, individuel-collectif. Euh, voilà, il y a plein de polarités qui se jouent dans la gouvernance et des fois, ça peut être des sujets très clivants dans le groupe, rationnel, intuitif. Et moi, je pense qu'un groupe gagne à intégrer, à trouver un équilibre entre ces polarités. Voilà. Et revenons voilà, donc pourquoi j'abordais ça, c'est que là aussi, dans la manière
Hop. Dans les processus, en fait, il y a plein de manières de prendre les décisions qui sont informelles. Donc, il y en avait que j'avais noté. Voilà, tout ce qui est tradition, les habitudes, les initiatives individuelles que vous avez nommées. Il y a des choses qui sont plus de l'ordre des rôles. Du coup, il va y avoir des rôles informels. Initiative individuelle, vous l'avez dit. Le leadership aussi, les gens qui vont s'auto-attribuer des missions, qui vont emmener le groupe avec eux. Voilà. Donc, un deuxième constat que je fais, c'est qu'il y a une diversité de manières de prendre des décisions. Il n'y a pas qu'une manière. Et je vais même vous montrer une petite ressource que j'ai créée qui vous permet... Ah oui, petit détail aussi, c'est que je vais vous, si ça vous intéresse, dites-le moi si ça vous intéresse, je peux vous donner aussi les ressources qui sont créées en PDF là. C'est des choses que je peux vous envoyer à la fin du webinaire. Mm. Hop. Est-ce que vous voyez la ressource là? Donc ça, c'est une ressource que j'ai créée qui sert à récapituler un peu les différentes manières dont se prennent les décisions. Et pour clarifier, au début, je voulais lister toutes ces manières-là. Quand j'ai démarré le travail de gouvernance intégrative, je me suis dit, bah tiens, je vais déjà, si je veux intégrer la diversité, il faut déjà la nommer, savoir ce que c'est. J'ai cherché sur Google une liste des processus de prise de décision. Eh ben, c'était introuvable. Dieu sait pourquoi, je ne comprends pas. Personne n'a jamais listé, en français, en anglais, j'ai impossible de trouver une liste des processus de prise de décision. Du coup, j'ai fait des recherches de mon côté. Et j'ai commencé à lister toutes ces prises de décision. Et en fait, au fur et à mesure, bah, on se retrouve avec une liste je me suis retrouvé avec une liste à la Prévert qui n'était pas très, Parlante. Mm. qui était pas, ouais, facile à s'approprier, à utiliser. Mm. Et en fait, ce qui permet de remettre de la clarté là-dedans, c'est de créer des familles. Pour pas se perdre dans les détails, c'est de créer des familles. C'est pour ça que là, j'ai essayé de regrouper aussi. Et si on fait le tour un peu, là, du coup, moi, j'ai identifié 11 familles de processus de prise de décision. Donc, il y a toutes les manières de décider un petit peu horizontales, égalitaires. Donc, l'unanimité, le consensus, le consentement. Il y a plein de variantes après. Quelqu'un dit la non-opposition. Il y a plein de variantes de consensus. Il y a tout ce qui est les votes à la majorité. Il y a des votes à majorité qualifiée. Et j'ai mis là une famille cousine aussi. Il y a d'autres manières de voter qui peuvent être hyper intéressantes, qui sont très méconnues, notamment les votes à choix multiples. Où du coup, là, on va garder de la créativité, on va faire émerger plusieurs propositions et on va ensuite les voter, noter, classer et faire et valider la proposition avec le plus d'adhésion. Donc, on n'a pas du tout le côté binaire du vote à la majorité. Ça permet de trancher. Alors, on n'aura pas une adhésion forcément de 100%, mais au moins on maîtrise le temps et on est sûr d'avoir une décision à la fin. Donc, des fois, quand on a besoin de trancher, qu'on est un peu limité en temps, ça peut être des très bonnes options. Donc, tout ce qui est libertaire, tous les fonctionnements libertaires basés sur l'initiative individuelle. Hop. Tous les processus de décision consultatifs. Donc, la consultation, alors il y a plein de manières de consulter qu'on connaît déjà. Il y en a certaines qu'on a un petit peu plus formalisées pour mettre de la clarté. Par exemple, et en fait, il y a plein de manières. Moi, c'est ce que j'adore là dans mon métier, c'est que mon métier, c'est pas de transmettre des outils compliqués que les gens ils vont galérer à intégrer, qui vont leur demander des jours et des jours de formation, après qu'ils vont devoir bosser sur eux. Et puis si les gens ils n'ont pas un niveau de posture hyper élevé, ça va marcher. Moi, je considère que mon métier, c'est avant tout d'apprendre aux gens à utiliser à bon escient des processus qu'ils connaissent déjà. Des fois, ils ont besoin de les nommer, de mettre un peu de clarté dessus. Et par exemple, un petit processus, moi que j'adore, un processus consultatif que tout le monde connaît, mais qui n'avait pas de nom, enfin, je ne connaissais pas de nom jusqu'à maintenant, pour moi c'est un petit bijou. Il n'y a pas de raison de s'en priver, c'est le partage d'intention. Et le partage d'intention, qu'est-ce que c'est? J'ai l'intention de faire quelque chose. Et ben, je vais annoncer mon intention. Alors il faut un espace, soit un temps de réunion, soit un groupe WhatsApp, quelque chose comme ça. Dire j'ai l'intention d'ici la semaine prochaine d'acheter telle chose. Voilà. Et c'est le principe qui me dit mot consent. Donc en gros, tout le monde est informé, tous les gens concernés je les informe. Si personne ne répond, bah, je fais mon action. Et si ça pose problème à quelqu'un, c'est de sa responsabilité de venir me voir pour me dire eh oh, ce truc-là, on l'a déjà, ou ça coûte trop cher, ou n'importe. Et on essaie de se mettre d'accord. Et si on n'arrive pas, du coup, on utilisera un autre processus collectif ou pour se mettre d'accord.
Mais du coup, c'est un processus qui prend littéralement 15 secondes à faire. Et il y a beaucoup d'organisations pour plein de petites décisions à faible enjeu. Bah, la difficulté, c'est de ne pas s'épuiser. Donc ça, tout le monde est au courant. Ça prend 15 secondes et ça permet d'avoir un minimum d'adhésion, de vérifier en tout cas qu'il n'y ait pas d'objection à ce que l'action soit réalisée, à ce que la décision soit prise. Donc ça, c'est des petits bijoux. Intégrer ça dans une organisation, ça apporte beaucoup de fluidité et c'est hyper simple. Vous avez vu, ça prend 1 minute à expliquer. Vous l'avez déjà fait plein de fois, mais sans forcément le nommer. Et des fois, avec des petits outils comme ça qu'on ajoute dans une gouvernance, ça fait des merveilles pour fluidifier, quoi. Il y a la moitié des sujets de la réunion, on n'a plus besoin de les prendre au consensus en réunion, quoi. Euh, voilà. Qu'est-ce qu'il y a comme autre famille? Alors, une énorme famille, c'est du coup déléguer un rôle. Et il y a plein de manières, vous voyez là au centre, il y a toutes les manières un petit peu d'attribuer les rôles. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, les manières d'attribuer les rôles, d'une certaine manière, ça se polémise avec les familles. On peut attribuer les rôles de manière un peu horizontale, égalitaire, avec l'élection sans candidat. On peut le faire avec un vote. On peut le faire au volontariat, donc quelque chose de plutôt libertaire. On peut le tirer au sort avec le hasard. Il y a plein de manières d'attribuer les rôles. Ça, c'est autre chose qu'on aurait pu explorer, comme vous avez fait la liste un petit peu des manières de décider. Et qui, pareil, va avoir un impact important sur la gouvernance de l'organisation, sur la légitimité qu'ont les rôles, sur la motivation, sur la compétence. Voilà. Un espace très, très intéressant à explorer. Donc il y a tout ce qui est tradition-habitude. La particularité de tradition-habitude, c'est que la plupart du temps, c'est une manière de ne pas décider. Une question se pose et des fois même sans en prendre conscience, on va faire comme d'habitude. Alors algorithmique, ça c'est un petit peu particulier, mais c'est pas très compliqué. C'est en gros, on va créer un algorithme qui peut être une formule, qui peut être très simple. Par exemple, on va faire la moyenne des réponses. Combien de temps, combien d'argent on veut attribuer à ce projet? On va dire, bah, on va faire la moyenne des réponses. Tout le monde donne sa réponse. On mouline les réponses dans l'algorithme. Donc là, on fait la moyenne et ça nous donne le résultat. Donc ça nous donne la décision. Alors après, on peut faire des choses beaucoup plus compliquées. Ça ne sert que pour les décisions chiffrées. Euh, voilà, algorithmique. Je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant. Tous ces processus-là, en fait, c'est des choses qu'on voit en détail là, dans la formation. On les expérimente. Surtout, moi, j'aime bien transmettre par l'expérimentation. Euh, voilà. Le hasard, bien sûr. Suivre un signe. Alors, suivre un signe, c'est un peu moins c'est un peu moins en vogue dans notre société très rationnelle, mais le fait de prendre une décision suivant voilà, ce que va dire l'astrologue, suivant une divination quelconque, enfin, il n'y a pas si longtemps que ça, les guerres, les mariages, les choses comme ça, des rois, ou Mitterrand, paraît qu'il faisait ça aussi. Enfin, moi j'ai des amis aussi qui prennent leurs décisions comme ça avec un pendule, et en fait, c'est un mode de décision qui a aussi sa raison d'être, qui a aussi ses avantages, ses inconvénients. Même si, on va dire, les gens très rationnels comme moi, c'est pas forcément je l'utilisais rarement, mais en fait, ça a sa raison d'être. Et la dernière famille, qui est un petit peu le vilain petit canard, parce que c'est pas vraiment une manière de décider, c'est le non-choix, en fait, c'est ne pas décider. Et en fait, là, il y a quand même une séparation très claire entre deux possibilités. C'est est-ce qu'on le choisit? C'est-à-dire, bah tiens, ce sujet, nous, on n'est pas compétent, ou on le reporte à plus tard, là, c'est pas mûr, on n'a pas les infos. Ou voilà, donc on va choisir de ne pas décider. Et là, ça peut être très positif comme choix. Et l'autre option, qui celle-là est souvent très souffrante, c'est le subir. On n'arrive pas à décider, on n'arrive pas à se réunir, ou on essaye d'atteindre un consensus ou un consentement et on n'y arrive pas. Et voilà. Donc là, ça peut être très destructeur pour le groupe. Donc voilà un petit peu pour voir survoler les manières de prendre les décisions. Euh, N'hésitez pas, hein, si à un moment vous avez une question, vous avez notamment là, si je regarde l'heure, mais je crois qu'on n'est pas. Ah ouais, quoi, on va l'avant. Mais n'hésitez pas si vous avez des questions. Je prendrai le temps de y répondre. Ok. Alors, on va reprendre le petit brainstorming que vous avez fait. Et maintenant, je vous invite, on s'est entraîné là juste avant de démarrer le webinaire.
Non, vous devez avoir un petit crayon quelque part pour annoter. Et quand vous cliquez dessus, ça vous ouvre une barre de menu Mhm. où vous avez des outils. Et si vous cliquez sur marquage, normalement, le marquage, il y a un petit symbole de check. Si vous cliquez sur ça, vous pouvez sélectionner le symbole de la flèche. Et après, vous Mhm. pouvez mettre des flèches. Ouais. Alors, je vous invite là à essayer de mettre une flèche. Tu veux qu'on mette une flèche où? N'importe où, là, c'est juste pour Ah oui, vérifier que tout le monde y d'accord. arrive. Ok. Ensuite, je vais les effacer. Et je vais vous donner la consigne. Est-ce que tout le monde arrive? Est-ce qu'il y a des gens là qui n'arrivent pas à mettre des flèches? Tu peux répéter où est-ce qu'on la trouve sur smartphone? Ah, sur smartphone, c'est peut-être un peu Ah plus ouais. compliqué. Mm. Moi, je suis pas sur smartphone. Si quelqu'un est sur smartphone et sait le faire, je l'invite à le dire. Moi, j'ai un petit crayon à noter et ensuite, ça m'ouvre une petite barre de menu. Sinon, Mm. pour ceux qui sont sur smartphone, si vous le dites dans le chat, quelqu'un va le faire pour vous. Euh, Ok. Est-ce que quelqu'un peut reporter quelqu'un qui arrive à faire les flèches pourra reporter pour les gens qui sont sur smartphone? Oui. Vanessa, tu t'en occupes, merci. Ouais. Ok. Alors, j'efface tout. Maintenant, je vous pose une question, c'est je vous demande de mettre une flèche. Non, on arrête. Je vous demande de mettre une flèche devant un processus qui vous inspire de la sympathie. Oui, Sylvie? Je vois que tu lèves la main. Mais on trouve pas le petit. Alors, écrivez dans le chat si vous ne trouvez pas et Vanessa va le noter pour vous. D'accord. Et Vanessa, tu as pu reporter là les... Non, pour l'instant, j'ai pas vu. Ça a été Dans le écrit? chat, il faut aller dans le chat, dans la discussion. Ouais, j'y suis. Euh, Je suis dans la discussion et je vois consultation, c'est ça? De... Consultation, rôle et consentement, il y en a 3. Ok. Ok. Et maintenant, je vous invite à partager, à dire un petit mot. Je vais faire processus par processus et à dire un petit mot, 2, 3 phrases sur pourquoi vous appréciez ce processus. Pour vous, c'est quoi ses qualités? Quand est-ce qu'il est adapté? Enfin, pourquoi est-ce que vous l'aimez? Et du coup, on va démarrer par le consentement. Et Alors là, c'est les personnes qui ont mis la flèche. Vous pouvez chacun dire un petit mot. Moi, j'ai mis consentement. On m'entend? Oui. Super. J'ai mis consentement parce que j'aime l'idée que personne soit contre une décision. J'ai mis consentement parce que j'apprécie la richesse que ça peut apporter, puisque ça suppose un échange avec les personnes qui ont des objections. Merci. Rangers. Est-ce que la personne qui a mis la flèche sur le rôle, peut nous dire pourquoi il apprécie cette manière de prendre les décisions? Oui, mais ça n'a pas été écrit. Alors, il y a quelqu'un qui a son micro ouvert là où ça fait pas mal de bruit. Ah, c'est nous. Je vous invite à couper votre micro si vous n'êtes pas en train d'avoir la parole. Alors, est-ce que la personne qui a mis rôle a envie de nous dire Entendez? Oui. Vous m'entendez pas? on t'entend? Non. On t'entend? Ah, vous m'entendez? Super. Oui, on t'entend. J'ai mis rôle. Bon, ben, j'ai raté le début. J'espère ne pas être à côté de la plaque. J'ai mis rôle parce que ça permet l'autonomie et beaucoup de clarté sur qui prend quelle décision.
Voilà. Donc, en tout cas, l'autonomie que ça permet, et ouais, je m'arrête là. Merci, Julie. Alors, et les personnes qui ont mis consultation, je vous invite à me dire pourquoi. Bonsoir. Euh, c'est parce que j'ai découvert la consultation il n'y a pas longtemps et que j'ai trouvé que pour des décisions qui sont pas extrêmement engageantes, euh, enfin, je pense qu'il peut y avoir plusieurs formes, mais pour moi, c'était une nouveauté, voilà. Et c'est pour ça que j'ai choisi ça, c'est juste parce que je pense qu'il y a quelque chose à explorer sur la consultation. Merci. Ouais, moi aussi j'aimerais déjà prendre la parole. Ouais, bonsoir, vous nous entendez? Ce qu'on pourrait ajouter aussi, moi je trouve que la consultation, c'est une bonne façon de co-construire en fait. Parce qu'il y a plein de choses qui émergent à ce moment-là, puis on voit les idées qui rebondissent et puis qui s'enrichissent l'une l'autre et ça permet de faire évoluer les points de vue en fait si on n'arrive pas avec un truc tout préfabriqué à l'avance. Et puis moi, Sacha, tu sais que je suis toujours, je suis en train de répondre à côté. Et donc, j'ai proposé quelque chose qui n'est pas euh, dans dans le tableau. Mhm. La construction des désaccords féconds. Je sais pas si tu connais un peu la démarche de Patrick Vivray et Céline Porret dans leurs ateliers, où ça se passe dans l'espace. Et voilà, à l'occasion, on peut en reparler. Je sais pas si c'est le moment, mais je voulais quand même juste l'évoquer. Ok. Eh ben, Lorenzo, si tu veux prendre une minute là juste pour nous expliquer, qu'on comprenne ce que c'est le processus de manière synthétique, c'est bienvenu. Mais il me semble que, d'ailleurs, oui, oui, quand on a fait un atelier au Jardinier du Nou, je l'avais évoqué, d'ailleurs, j'y pense, je viens d'y réfléchir, enfin d'y penser juste à l'instant. C'est-à-dire que, en fait, sur la base d'une question, des personnes se placent à différents endroits dans l'espace, dans une pièce, soit ils sont d'accord, ou ils sont pas d'accord, ou ils sont neutres, voilà. Et on va, après, le facilitateur va être là simplement pour demander à chacun, des- une des personnes qui se trouve à tel ou tel endroit, d'expliquer pourquoi simplement elle a pris telle décision, ou elle a pris en tout cas cette position. Et au fur et à mesure, on va se rendre compte qu'il y a une évolution des uns et des autres dans l'espace en fonction des réponses des uns et des autres. Et la dimension du corps joue un rôle essentiel dans cette prise de décision. Et là, Est-ce et que au c'est clair? final, comment est prise la décision au final? Merci de poser la question. Je ne saurais pas te répondre Ok. à l'instant. Euh, oui, là, c'est peut-être un processus que je suis en train de présenter sans Ok. qu'effectivement il y ait une prise de décision. À la fin, Merci mais peut-être. de En tout relever ce cas, point-là. ce à quoi ça me fait penser, Lorenzo, qui est hyper important, c'est de mettre de la créativité. Là, je vous ai montré là, un petit peu les familles de processus de décision. Là, on voit un peu voilà, les processus. Mais en fait, les processus, on peut les adapter. On peut changer une étape qui nous va plus ou moins. Voilà. Et puis, si on n'a pas envie de faire du consentement en étant assis autour d'une table, bah, on peut mettre du mouvement pour voir un petit peu bah, où les gens se positionnent dans l'espace. Et il y a plein d'autres manières d'apporter des améliorations au processus. Et moi, je vous invite à ça, à pas les utiliser comme des dogmes, mais à les adapter à ce que vous avez envie d'en faire. Est-ce qu'il y a une personne là qui n'a pas encore dit sa flèche, pourquoi il avait choisi ce qu'il a choisi? Ouais, moi j'avais choisi le hasard, euh, un petit peu pas par provocation, mais en tout cas pour être sur un autre mode que le mode rationnel, quoi. Voilà. Et Ok, ce que ça pouvait avoir d'intéressant aussi, peut-être dans autre chose que la raison. Mm. merci. Alors, j'efface tout. Et maintenant, je vous demande de mettre une flèche, ou d'écrire dans le chat, un processus qui vous inspire de l'antipathie.
Alors, je vais mettre les flèches pour les gens qui écrivent dans le chat. Ok. Est-ce que tous ceux qui voulaient marquer quelque chose ont pu le faire? J'ai l'impression que quand je mets ma flèche, ça fait disparaître celle de Maïko et Nadège. Et inversement. Oui, nous aussi, on a cette impression-là. Ah ouais. On est Il y a d'accord. compétition. Ok. Bon, c'est pas grave. De toute façon, on va le faire à l'oral. On va compléter. Donc, je vous invite maintenant, idem, à dire un petit mot sur pourquoi ce processus, là, vous avez mis une flèche, vous inspire de l'antipathie. Je commence alors. J'ai mis le vote à la majorité. J'aime pas ça parce que ça peut mener potentiellement à la moitié des personnes insatisfaites par la décision. Et je trouve que c'est pas acceptable. Une adhésion qui peut être assez très mitigée, quoi. Assez faible, ouais. Merci. Moi, j'ai mis le vote à la majorité parce que parfois la majorité manque de créativité et que ça fait du bien d'avoir un petit avis différent qui ne soit pas forcément majoritaire, mais qui existe. Oui, manque de créativité, merci. J'ai l'impression qu'il y a du monde sur le vote à la majorité. Allez-y, profitez de ceux qui ont eu le vote à la majorité, profitez-en. Je n'ai pas. Vous m'entendez? Oui. Je n'ai pas mis une flèche sur le vote à la majorité. Est-ce que je peux me permettre de réagir aux deux réactions précédentes? Non. On va respecter le processus. D'accord. Désolé. Alors, non, j'ai une petite question, c'est tu veux aller dans leur sens et ajouter quelque chose ou tu veux aller à contresens pour défendre le vote à la majorité? exactement. Contresens. Alors, allez, vas-y. C'est intéressant. Je pense que le vote à la majorité peut être une étape qui fait réagir ceux qui n'étaient pas d'accord et ceux qui sont d'accord doivent être attentifs aux motifs qui doivent alors s'exprimer. Le vote à la majorité n'est pas forcément la décision finale, et ça permet de faire avancer le processus de décision éventuellement vers le consentement. Parce que ça fait réagir. Ceux qui ne sont pas d'accord, qui disent ah oui, mais non, mais. Et voilà, ça permet de faire avancer. Alimenter le débat. Merci. C'est Alors, une étape. on va pas ouvrir plus le débat sur le vote à la majorité. J'avais quand même envie de prendre la réaction, vous comprendrez après pourquoi. On va continuer l'exercice là comme il est prévu. Je vois que sur le consentement, il y a une flèche aussi. Oui, alors du coup, moi je l'ai mis un peu aussi en provoque et en réaction à Maïko qui avait dit qu'elle l'aimait bien de l'autre côté. Enfin, on se dispute entre nous. Je plaisante. Mais en fait, c'est parce que moi, personnellement, j'ai vu le consentement, j'ai vu les abus du consentement ou les limites, j'en sais rien, où en fait, il y a toujours quelqu'un qui a une objection non raisonnable. Et en fait, on passe plus de temps à débattre est-ce que l'objection est raisonnable ou pas. Et en fait, ça prend énormément de temps. Quand on est, enfin, en fait, je pense que c'est la limite entre le formel et l'informel aussi. Mais si on doit prendre toutes les décisions par consentement et qu'à chaque fois on a quelqu'un qui fait une objection, en fait, tout prend des plombes et donc du coup, les gens finissent par faire des choses dans leur coin sans passer par le processus. Mais ça, c'est mon expérience et je vois tous les côtés positifs de ce processus aussi. Et je suis assez d'accord que la majorité, en fait, finalement, avant le consentement, ça permet de dire, bon, bah voilà, tu as une objection, mais tu remarques que tu es à 1 contre 10, en fait. Ce qui n'est pas du tout pareil que quand on a une majorité à 50-50. Merci Nadège. Alors, est-ce que la personne qui est sur initiative, je vous invite là,
voilà, dire votre processus, une ou deux raisons pour lesquelles les inconvénients que vous lui voyez. Oui, initiative, c'est moi qui ai mis, parce que j'ai vu qu'il y avait déjà beaucoup de flèches sur vote à la majorité, sinon j'aurais pris ça. J'ai choisi ça parce que sans... Je reviens sur les rôles, mais si, si c'est la prise d'initiative sans qu'il y ait auparavant euh, une détermination de qui a un périmètre pour prendre telle décision, ben, ça renvoie à celui ou celle qui est le plus en capacité de prendre l'initiative à tel moment. Donc pour moi, ça va à l'encontre d'un processus collectif. Je ne sais pas si j'ai été claire. C'est clair, c'est très clair, Julie. Merci. Merci. Est-ce que quelqu'un a envie de dire sur tradition, habitude? Ouais, moi j'ai mis une flèche. Bah, l'inconvénient du tradition et de l'habitude, c'est qu'il n'y a pas de réflexion, il me semble, hein, que c'est voilà, donc on saute l'étape réflexion ou remise en question ou créativité et on fait comme d'hab. Voilà. Merci. Oui, je plus sois à ce qu'a dit Vanessa, ça évacue complètement le débat. C'est genre, c'est, on se tombe dans un truc un peu autoritaire et anti-brassage d'idées. Merci. Et la dernière flèche sur leadership? Ouais, c'est moi. Euh, c'est parce que je me trouve dans un contexte où parfois les décisions sont prises parce que certains ont beaucoup de leadership sans forcément avoir un rôle et que ça peut voilà, enfin, je trouve qu'il y a une influence parfois un peu forte. Ouais. Voilà. Un manque d'équité, ça fait que le pouvoir est mal réparti. Oui, puis voilà, c'est quand il y a une forte personnalité, ça peut être très influençant. Enfin, ça peut s'approcher de l'autoritarisme en fait, en quelque sorte. Merci. Alors, laissez-moi une petite seconde pour préparer le document suivant. Hop. Qu'est-ce que je tire, moi, comme constat de la petite expérience qu'on va vous faire? Alors, les 4 constats à l'origine de la gouvernance intégrative. Donc, diversité d'organisation, on l'a vu tout au début. Là, j'enfonce un peu des portes ouvertes avec ces constats. Grande diversité de manières de décider. Et là, on l'a vu, chaque manière de décider. Alors, on n'a pas fait chaque manière, mais on a pu voir déjà pour certains processus, il y a des gens qui leur trouvent des avantages et d'autres gens qui leur trouvent des inconvénients au même processus. Et aussi qu'il y a différentes préférences, que chacun a ses préférences. Et ce qui est normal, mais ce qui pose une vraie question, c'est de dire, mais comment on fait? Alors là, vous ne faites pas partie de la même organisation, donc ce n'est pas problématique, on va dire. Vous n'allez pas vous retrouver en conflit directement. Mais si vous faisiez partie de la même organisation, et en fait, c'est une expérience que je fais, c'est l'écrasante majorité des groupes, si je leur fais faire le même exercice qu'à vous, en fait, pareil, il va y avoir la même diversité. Il y en a qui aiment déléguer à des rôles, il y en a qui ont envie de décider ensemble au consentement, il y en a qui préfèrent la consultation, il y en a qui aiment bien l'habitude parce que c'est économe en énergie, etc. Il y a tous les goûts sont dans la nature. Et ça pose une vraie question, c'est comment on fait pour avoir une gouvernance commune, comment on fait pour coopérer quand on n'a pas envie de faire de la même manière. Et ça, c'est une source de conflit inépuisable. Et voilà, ça pose une vraie question. Et de ces 4 constats-là, en tout cas, de cette diversité-là, et des préférences qu'on a chacun, des avantages et des inconvénients, c'est de là un peu pour répondre à ça un petit peu qu'est née la gouvernance intégrative, plutôt soit de prendre qu'une seule manière de faire, auquel tout le monde doit se conformer,
soit d'avoir, ce qui arrive souvent dans les organisations, c'est qu'il y a plusieurs manières de décider, mais c'est un peu flou laquelle on utilise à quel moment. En fait, ce qui va nous permettre de sortir de ce conflit-là de préférence, c'est pour ça que je dis que c'est la clé de voûte d'une gouvernance, c'est quel processus on utilise à quel moment. C'est que ça soit clair, le plus clair possible. Et du coup, apprendre à utiliser le processus au bon moment. On va utiliser les préférences des différentes personnes, mais au bon moment. Tiens, là, on a une décision à fort enjeu, on va utiliser un processus avec de l'intelligence collective et qui crée de l'adhésion, consensus, consentement. Tiens, on a une décision à faible enjeu, ben, on va utiliser un processus économe en énergie. On va peut-être déléguer un rôle ou laisser les initiatives. Tiens, on a une décision, on a besoin de quelqu'un quelqu'un de compétent, spécialisé qui l'apprend, et en même temps on prend en compte les autres, peut-être qu'on va faire une consultation ou déléguer un rôle. Tiens, on a une décision en urgence à prendre, ben, on va utiliser un processus rapide. Cette diversité-là, en fait, de manière de décider, elle est saine et si on apprend à l'utiliser au bon moment, ça se permet de se compléter et d'avoir une gouvernance qui fonctionne vraiment bien. Là, cette clé de voûte un petit peu de comment on fait le choix du processus. On n'a pas le temps. Ça, c'est quelque chose qu'on voit en formation d'accompagnement. Là, ce soir, je n'ai pas le temps de vous le faire de manière théorique, mais on va le voir au travers de l'exemple d'une organisation. C'est peut-être la séquence, ça va être une séquence qui va arriver assez vite. Fin de session, voilà. On va le voir vous allez voir comment une organisation fait. Ça vous inspirera. C'est parti pour le petit sondage. Eh bien, c'est parti pour voir la gouvernance d'une organisation. Donc, je vais lancer un petit sondage. J'ai préparé là 3 gouvernances que je peux vous présenter. Il y en a 2, c'est des groupes que j'ai accompagnés, et un, c'est un groupe dont je fais partie. Il y a une association de permaculture. Eux, leur demande pour l'accompagnement, c'était de créer une gouvernance avec le moins de réunions possible. Ils ont envie d'avoir les mains dans la terre et pas d'être assis autour d'une table. Voilà, donc une gouvernance, le moins de réunions possible. Le deuxième exemple que je peux vous présenter, c'est un écolieu. C'est l'écolieu dans lequel je vis, qui s'appelle l'Oasis du Mazet. La gouvernance intégrative, je l'ai créée à la base pour cet écolieu. Et ça marchait tellement bien qu'après, j'en ai fait mon métier, j'ai voulu en faire profiter d'autres gens. Et donc voilà, ça vous montrer la gouvernance qu'on a créée, qui a la particularité du coup de laisser de la place à l'informel, mais aussi d'avoir des choses formalisées. On prend une grande partie de nos décisions en réunion. Et voilà, il y a plein de choses intéressantes dans cette variante. Et l'autre, c'est un groupe que j'ai accompagné qui est une organisation d'écologistes scientifiques. C'est une association, mais ils ont 20 salariés et un fonctionnement un peu hybride. Enfin, ça se rapproche aussi d'une entreprise sur certains aspects. En tout cas, il y a des vrais enjeux économiques. Et il y a une structure aussi avec des rôles très clairs, pas forcément de hiérarchie en tant que telle, mais en tout cas, quand même une structure. C'est une forme de structure hiérarchique quand même si c'est une culture très horizontale. Et donc, voilà. Et donc ça, c'était un groupe qui avait des problèmes justement pour clarifier comment on choisit le processus de décision. Et de toute façon, toutes les organisations, vous le verrez. Voilà, donc comment on fait la gouvernance de cette organisation-là avec qui a du coup des adhérents, un CA, et puis après, du coup, la partie salariée. Donc, je vais lancer un petit sondage et vous allez voter pour me dire quelle organisation vous voulez que je vous présente, tout simplement. C'est un vote à la majorité? Oui, on va partir sur le choix avec le plus sur le choix majoritaire. C'est lancé. Alors, est-ce qu'il y a des gens encore qui veulent voter? Il y a 60% des votants, 40% d'abstention.
Pas donné la consigne que le vote était obligatoire. Ok. Donc, ce qui se démarque clairement, c'est du coup l'Oasis du Mazet, l'écolieu. Ok, eh bien, je vais vous présenter ça. C'est parti. Donc, vu que c'est celle que je connais le mieux, en plus, ça facilite pour les questions, même si les autres sont intéressantes aussi. Un petit détail technique sur les smartphones, le sondage, on ne le voit pas du tout. Hein. Donc, Ok. Eh ben, voilà. c'est bon à savoir, ouais. Alors, j'ai vu que Sandrine avait marqué dans le chat, donc merci pour l'info. Donc, ce que je vais vous présenter, c'est la gouvernance de l'Oasis du Mazet. Donc, il y a un écolieu, ça fait 3 ans qu'on a démarré le projet, ça fait plus d'1 an qu'on a acheté, qu'on vit sur le lieu. On a été 5, là on est 4. On a acheté à 4 et on est toujours 4 sur le groupe. Là, on est en train de recruter, on va s'agrandir là dans les mois qui viennent. Et là, on a créé une gouvernance aussi en prévision d'une augmentation de nombre. Vous allez voir, il y a quand même, c'est pas mal formalisé. Et il y a pas mal de choses qui sont assez précises. À 4, on pourrait se passer de tout ça, mais on voulait être prêt pour aussi grandir. Et du coup, les objectifs de notre gouvernance, c'était qu'elle soit fluide, qu'elle soit joyeuse, qu'elle laisse de la place aux initiatives et en même temps qu'elle garantisse la cohésion du groupe. Et notamment, moi, ça, c'était un de mes fondamentaux. Je n'aurais pas fait partie d'un groupe, mais du coup, ça résonnait avec les autres, où tout le monde décide de tout. Un peu j'ai voulu créer un premier écolieu il y a 7 ans. Et du coup, on avait fait il n'y a pas longtemps la formation de gouvernance partagée. On avait écrit dans nos statuts, comme la moitié des écolieux, nous prenons toutes nos décisions au consentement ou au consensus. Bah, on l'a fait, hein, mais franchement, on s'est épuisé, quoi. Ça rejoignait l'expérience que Nadège disait. C'est génial le consentement, le consensus, mais quand l'enjeu le mérite, quoi. Et voilà, donc on voulait une gouvernance qui soit fluide. Est-ce que vous voyez ma flèche sur la projection? Vous voyez ma souris? Oui, on voit ta main. Vous voyez ma souris, super. Ok. Ouais. Alors, je vais démarrer par là. Première chose qu'on fait, c'est qu'en fait, il y a énormément de décisions chez nous qui se prennent de manière informelle. Donc, ça peut être, comme on a vu, les initiatives personnelles. Ça peut être les traditions, les habitudes. Ça peut être du consensus informel. On fait beaucoup, par exemple. Ça va pas se faire en réunion, c'est on va aller voir les uns les autres. Hey, t'es d'accord si je fais ci? Hey, t'es d'accord si je fais ça? Et puis, voilà, une fois qu'on sent que tout le monde est d'accord, hop, on y va. Il y a aussi du leadership, il y a de l'ancienneté. Des fois, on va juste faire confiance à quelqu'un parce qu'on trouve qu'il a une légitimité particulière. Et donc ça, on a énormément de décisions qui se prennent comme ça. C'est dur à chiffrer parce qu'il y a plein de petites décisions de ça. Je ne pourrais pas vous donner un chiffre, mais c'est clairement la majorité des décisions. Mais vous avez vu, l'informel, ça peut créer du flou, des conflits. Et qu'est-ce qui se passe si c'est le cas? Il y a une décision informelle qui est prise par quelqu'un. Moi, elle me pose problème. Ben, je vais voir cette personne. Je vais voir cette personne pour en parler. Donc, soit pour qu'elle me prenne en compte, soit ça se trouve, je vais comprendre son point de vue. En tout cas, si on arrive à se mettre d'accord, bah, c'est réglé, ça s'est réglé de manière informelle. Si on n'arrive pas à se mettre d'accord, donc du coup, il y a une tension qui persiste, et bien là, du coup, il suffit qu'une seule personne demande, donc moi, je ne suis pas à l'aise avec ce qui se passe, et du coup, cette décision-là va être prise au choix, soit en réunion, soit en sollicitation d'avis. Donc, sollicitation d'avis, du coup, c'est un processus de décision formelle, c'est une consultation. C'est une consultation et qui se déroule, en gros, on a un tableau dans la maison où on peut faire des propositions. Donc, j'écris sur une feuille, moi je propose ci et ça, merci de donner votre avis avant telle date. Et là, je mets ma proposition au tableau. Donc, les gens, ils ont ce délai-là pour répondre. Et à la fin du délai, moi, je peux prendre la décision. Voilà, donc ça permet de prendre beaucoup de décisions hors réunion, ce qui est un gain de temps et d'énergie assez phénoménal. Sachant que si par exemple je prenais une décision sans prendre en compte les gens, etc., quelque chose de très conflictuel, les gens pourraient la faire renvoyer en réunion aussi. On a un petit truc pour vérifier que les gens font pas un petit garde-fou pour éviter que les gens fassent n'importe quoi. Et du coup, il y a un certain nombre de décisions, donc quand l'enjeu le mérite, quand vraiment ça mérite qu'on y prenne du temps ensemble, c'est pas évident de se réunir. Je ne sais pas dans vos groupes, mais nous, c'est vraiment trouver les dates et tout ça, se rendre disponible, même si on a plaisir à le faire, c'est un défi. Et voilà. Et donc, les décisions les plus importantes, elles arrivent en réunion. Et qu'est-ce qui se passe? Si on discute, le sujet arrive, on le clarifie, on fait un tour de parole, qu'est-ce qu'en pense chacun?
Et en fait, le 3/4 du temps, on va voir qu'il y a un consensus qui se dégage assez naturellement. Et du coup, on va valider ça. On vérifie après le tour de parole. Est-ce que là, est-ce que vous sentez, vous aussi, là, qu'on est d'accord là-dessus? On valide en fait les évidences. On peut l'appeler ça comme ça. Donc, s'il y a des évidences, on les valide. Et des fois, c'est pas le cas. Bah, un quart des sujets, c'est pas le cas. On voit que ça diverge, les gens divergent, sont pas d'accord, plus ou moins franchement. Et dans ce cas-là, on avise. C'est-à-dire, le facilitateur peut proposer, mais ça peut être aussi un participant, de dire, bon bah, qu'est-ce qu'on fait? On n'est pas d'accord naturellement, on ne converge pas facilement. Qu'est-ce qu'on fait? On peut soit consacrer plus de temps à la recherche du consensus, soit on se dit, bah, tiens, là, dans l'urgence, on a besoin de trancher, etc. On peut faire un vote à choix multiple, souvent. On peut reporter le sujet. On peut se dire, bah, tiens, on le confie à quelqu'un. On confie à quelqu'un un rôle. On est assez libre, en fait, sur qu'est-ce qu'on fait quand on avise. Et voilà, donc ça fait qu'on a beaucoup de souplesse, on fait en même temps beaucoup de consensus, on prend soin de la cohésion du groupe, et en même temps on a beaucoup de souplesse. Et quand le consensus n'est pas fluide, et ben, on reste pas bloqué dedans en fait. On va jamais s'épuiser à chercher un consensus où au final ça finit avec à l'usure. Il y a des gens qui ont dit décision à l'usure. Généralement, on va pas finir à l'usure. On va changer de processus avant qu'il y ait de l'autocensure, avant qu'il y ait de l'usure, avant qu'il y ait le conflit qui s'envenime. Voilà, pour les décisions en réunion. Et il n'y a pas que ça, il y a aussi du coup tous nos rôles. Oui, je vois une main qui se lève. Je peux t'interrompre, Sacha? J'en prie, Lorenzo. C'est bon? Oui, vas-y, pose ta question. Oui, là, moi, ce que tu présentes me plaît beaucoup. Sinon, qu'à cet endroit-là, c'est 4 personnes. Et là où nous sommes avec Charlotte, on est un collectif de plus d'une vingtaine de personnes. Oui. Et tout d'un coup, je me dis, je sais pas comment on peut rendre ce genre de situation. Alors, il n'y a pas à faire un copier-coller, on est d'accord, hein, Oui. ça va de soi. Mais que fait-on lorsqu'on se retrouve avec bien plus de monde? C'est une très bonne question, Lorenzo, et qu'effectivement, cette gouvernance-là que je vous présente, elle est adaptée à notre groupe. Elle est adaptée à la taille de notre groupe, même si elle fonctionne. Cette gouvernance, je pense qu'elle fonctionne très bien à 8 ou 10 personnes. À 20, j'en suis pas aussi sûr. Mais elle correspond aussi à nos valeurs, à nos expériences, à plein de choses. Et là, je vais finir la présentation quand même de cette gouvernance-là. Et Lorenzo, si tu veux, là, je pense qu'il va nous rester un petit peu de temps. Et je reprendrai ta question et voir un petit peu qu'est-ce qui peut. Alors, souvent, il faut un petit peu de temps quand même pour aller creuser, genre votre groupe. Je ne suis pas sûr de ce que je vais réussir à faire pour votre groupe en quelques minutes. Mais effectivement, on peut pas. Moi, je vous invite. Vous pouvez, tous les modèles de gouvernance, ou là, qu'est-ce qu'on fait au Mazet, je vous invite à vous en inspirer, à voir s'il y a des choses qui vous parlent, qui vous plaisent, mais surtout pas à les copier telles quelles. Parce que ça ne sera pas fait pour vous et ça va créer des résistances à des gens du groupe qui n'ont peut-être pas apprécié qu'on leur plaque un modèle sur lequel ils n'ont pas eu leur mot à dire. J'invite à ce que ça reste des sources d'inspiration. Alors, qu'est-ce qu'on a en plus de tout ce processus général, on va dire? Il y a certaines décisions qu'on va attribuer à des rôles. On dit, voilà, tel rôle, il a tel pouvoir de décision. Ça c'est cadré, on a des petites fiches de rôle. Grosso modo, on n'est pas très originaux là-dessus. La plupart de nos rôles, quasiment tous nos rôles, on les attribue au volontariat. Il y a plein d'autres manières intéressantes. Le volontariat, c'est très simple. Ça nous correspond, voilà, on fait au volontariat pour l'instant. Il y a certaines décisions qui sont cadrées, parce que des fois, on ne va pas réinventer l'eau chaude à chaque fois. Ça peut être épuisant de à chaque fois se poser la question comment on décide de ci, comment on décide de ça. Donc, par exemple, notre processus d'intégration, il y a des étapes très claires, et à chaque étape, on sait cette étape-là, elle est en consultation, cette étape-là, elle est au consensus, cette étape-là, c'est tel rôle qui décide ça, etc. Et on n'a pas à se poser la question qui décide de quoi. On le sait. Et après, il y a les cas d'urgence. Qu'est-ce qu'on fait en cas d'urgence? Et grosso modo, alors souvent en cas d'urgence, ça va être informel. Voilà, dans l'urgence, il y a quelque chose qui va se passer, quelqu'un qui va faire quelque chose. On peut faire des sollicitations d'avis aussi, donc des consultations. La différence, c'est que l'autre sollicitation d'avis, par exemple, je mets quelque chose au tableau, je dis vous avez une semaine pour répondre. Si les gens n'y répondent pas, c'est leur problème à eux. Moi, après, je peux prendre ma décision. Là, si je le fais en cas d'urgence, c'est à moi d'aller chercher les gens.
pour leur dire là, il y a ce truc-là urgent, est-ce que tu es d'accord si on fait ci, si on fait ça? Donc, c'est à moi d'aller les consulter. Mais bon, que ce soit l'informel ou une consultation, ça peut créer des tensions, parce que des fois, on n'a pas du tout le même avis. Mais on est en urgence, donc on a peu de temps, peu d'énergie à consacrer au sujet. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On fait un vote à choix multiple, express. Donc, on prend quelques minutes pour dire, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait? On a ce choix-là qui se pose devant nous. Est-ce que alors, ça peut être proposer des solutions au problème, ou une des réponses, ça peut être en fait, on considère que le truc n'est pas urgent et puis on l'envoie en réunion. Ça ne présage de rien ou on ne décide pas, on laisse faire. Voilà, c'est très libre les solutions qui peuvent être proposées au problème. Mais en tout cas, on va trancher. Quand on est dans l'urgence, on va toujours trancher. Voilà, je vous le dis, j'ai dit un peu de manière catégorique, hein, c'est pas aussi idéal que ça, mais en tout cas, on a les moyens de trancher et de ne pas être paralysé. De ne pas subir, du coup, pour le coup, le non-choix là, dont je vous parlais. Voilà pour la gouvernance du MASE. Donc, je vous invite peut-être, si vous avez des questions d'abord sur ça, et puis après, je prendrai d'autres questions qui pourraient être plus larges sur un peu tout le webinaire. Il y a Julie qui veut parler. Ah, j'ai oublié pas. Un petit détail que j'ai oublié de présenter, qui est quand même que je vous avais promis que je vous présenterai en plus. Du coup, ouais, comment se fait le choix du processus de prise de décision? Aborder cette question-là avec cet exemple. On l'a déjà vu un petit peu, mais je vais le repréciser. Donc, du coup, comme je dis, il y a des choses où c'est cadré, en fait. On sait, le processus dit quel processus on utilise, processus d'intégration, par exemple. Et sinon, là, il y a des moments où c'est une personne, si quelqu'un demande, hop, on passe au processus formel. Et quand on est en réunion, du coup, la base, c'est le consensus. Et si ce n'est pas fluide, du coup, on avise, mais qui a le pouvoir de choisir? Du coup, on avise, on fait quoi? Il y a quelqu'un qui va vouloir reporter, quelqu'un qui va vouloir trancher, quelqu'un qui machin. Souvent, le facilitateur, s'il est inspiré, il fait une proposition, mais les autres membres du groupe peuvent aussi faire une proposition, de dire, moi, je pense que dans ce cas-là de figure-là, il faut faire ci ou ça. Et alors, soit on est d'accord on est d'accord pour reporter, on est d'accord pour si. Et si on n'est pas d'accord, on fait un vote à choix multiple, on fait un vote pour choisir le processus, enfin, comment on avise, en fait, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, donc le vote à choix multiple pour trancher sur le choix du processus. Parce qu'il faut que ça soit rapide. Il y a quand même 3 critères pour le choix du processus. Qu'est-ce qu'il faut pour que ça marche bien, que la gouvernance elle marche bien? Il faut que ça soit rapide. Parce que si c'est long, on est sûr déjà que la décision urgente, on va se planter et on va s'épuiser. Il faut que ça soit simple. Il faut que tout le monde comprenne la gouvernance. Et si c'est une usine à gaz, honnêtement, c'est mal parti. Et il faut que ça soit pertinent. Parce que pour que la gouvernance passe bien, il faut qu'on ait des processus adaptés. Par exemple, le hasard est simple et rapide, ce n'est pas pertinent. Voilà. Donc, il faut que la manière de choisir le processus soit simple, rapide et pertinente. Ce qui est le cas, du coup, dans la gouvernance que je vais présenter. Sans que ce soit parfait, bien sûr. Oui, Julie, je vois que tu lèves la main. C'était une petite demande de clarification. Peut-être que tu l'avais déjà expliqué avant que j'arrive. Le vote à choix multiple express, Oui. du coup, là, c'est différentes options qui sont amenées par le groupe, si j'ai bien compris. Et puis alors, le groupe choisit par un vote, on retient, comme tu l'as fait juste avant, on retient l'option qui est préférée, pour l'option qui a le plus de votes, c'est ça, ou c'est autre chose? Oui, c'est ça. La différence, je vais vous montrer là, c'est quand même vachement. Tout ce qui est vote à choix multiple, c'est quand même hyper intéressant et sous-utilisé. Je vais vous montrer un petit peu. J'ai créé une boîte à outils là, où, du coup, pour récapituler un peu tout ce travail de recherche, toutes ces différentes manières d'attribuer les rôles, de s'organiser, des solutions pour les réunions, plein de choses. Et je vous enverrai un extrait de ça. Il y a pas mal de choses qui sont accessibles sur le site. La boîte outils, après en entier, je la transmets pendant les formations et les accompagnements. Là, je vais vous montrer, voilà, ça c'est un extrait de la boîte à outils. Vote pondéré, donc vote pondéré, c'est du vote à choix multiple. C'est juste au moment de choisir le processus, on va noter les différentes possibilités.
C'est ça que la pondération. Donc le vote à choix multiple, qu'est-ce que c'est? C'est on fait un tour juste pour clarifier le sujet, partager les faits. On fait un tour de parole. Ensuite, ça fait émerger des propositions. Voilà, on va pouvoir faire émerger plusieurs propositions. S'il y en a, hein, des fois, il n'y en aura qu'une et puis ça va virer au consensus. Des fois, il y a alors, 2, 3. Il ne faut pas en avoir trop non plus. Il ne faut pas en avoir 50 des propositions, hein. Même plus au-delà de 5, ça devient vraiment prise de tête. Ensuite, tout le monde va pouvoir noter les propositions. Et après, voilà, on va valider la proposition avec la plus haute note. Et ce qui est intéressant, c'est que si on veut augmenter la qualité des propositions, on peut revenir à des étapes en arrière. Une fois qu'on a fait les propositions, on fait un tour de parole, ça va pouvoir permettre aux proposeurs d'améliorer leurs propositions, etc. Et c'est quoi la différence? Là, je vous disais vote à choix multiple express. C'est qu'en fait, là, on va juste présenter le sujet et les gens font des propositions. En gros, on va sauter l'étape 2, à moins qu'on ait le temps, mais on va la faire très courte, quoi, genre 1 minute de parole ou n'importe, ça dépend du temps qu'on a en fait à attribuer au sujet. Mais on peut le sauter complètement, même dire, tiens, il y a ce sujet-là, qu'est-ce que vous proposez? On note et on valide. Littéralement, ça prend 3 minutes. C'est pas confort, hein. Décider dans l'urgence, c'est jamais confortable. Mais en tout cas, on y arrive. Et des fois, c'est moins inconfortable que d'être paralysé ou que de... Voilà. Donc, la différence, c'est que ce processus-là, voilà, on peut le faire en processus en 2 minutes et on peut le faire en un processus qui va durer sur plusieurs réunions. On va justement revenir, une fois qu'on a noté, on va revenir à des tours de parole pour améliorer encore les propositions, augmenter le taux d'adhésion, la qualité des propositions, et on peut faire un processus pour prendre des décisions vraiment complexes. On a besoin de beaucoup de créativité, de qualité de décision, d'adhésion. On peut arriver à des très belles choses avec ce processus. C'est juste, est-ce qu'on veut lui consacrer 1 heure ou est-ce qu'on veut lui consacrer 2 minutes? Et ce que j'adore avec ce processus, c'est qu'on est sûr d'avoir une décision à la fin. On décide combien on veut attribuer de temps et puis on est sûr au bout de temps d'avoir la décision. Ça, c'est oui, peut-être mon biais qui s'exprime aussi. Moi, j'aime bien l'efficacité, j'aime bien, je ne supporte pas trop quand il y a de la paralysie, mais c'est personnel et on pourrait le considérer comme un biais personnel. Oui, Julie? Julie, ouais, répète parce que... C'est sur la manière de pondérer les propositions pour avoir des résultats justement enfin, certaines propositions qui ressortent, éviter les égalités ou... Oui, il y a plein de manières en vote à choix multiple. On peut les classer, on peut les noter, on peut faire voter juste oui ou non, etc. Là, si on fait du vote pondéré, on met une note et c'est très libre en fait, il n'y a pas de règle. On peut noter de 0 à 3, on peut noter de 0 à 10, on peut... plus on met un écart grand et moins il y a de chances d'égalité. Si on vote de 0 à 100, les cas d'égalité, il n'y en aura pas. Si on note de 0 à 3, ça peut arriver, ça dépend du nombre de personnes aussi. Honnêtement, là, on rentre dans un niveau de... Ouais, c'est des petits détails, quoi. Faut préciser un peu le processus, dire, tiens, en cas d'égalité, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait pile ou face? Ou est-ce qu'on revote? Est-ce qu'on revote Voilà, ou est-ce qu'on essaie de faire fusionner les deux propositions? Voilà, il y a plein de choses qui peuvent se produire. Alors, je vais répondre à la question quand même de Maïko et de Nadège. Et Lorenzo posait la même en plus. Nous sommes 20 à 30, ça change un peu la donne, non? Oui. Et je sais comment je vais répondre à votre question. Là, honnêtement, je ne vais pas avoir le temps de diagnostiquer votre organisation. Ça serait passionnant, mais je pense qu'on s'embarque dans un truc que je ne vais pas pouvoir. Mais je vais vous dire mon intuition, dire, tiens, je vais reprendre la gouvernance de l'Oasis du Mazet. Et je vais vous dire, tiens, si j'imagine qu'on est 20, nous on va être de 10 à 20, alors avec les enfants, mais si j'imagine qu'on est 20 adultes, qu'est-ce que ça changerait? Qu'est-ce que je peux projeter là de notre gouvernance? Comment la faire évoluer pour qu'elle reste pertinente? Sachant que je ne le ferai jamais tout seul, je le ferai avec le groupe, on le ferait ensemble. Mais là, je peux vous dire un peu mon intuition, quoi. Qu'est-ce que ça changerait à cette gouvernance? À 20 personnes, l'informel, le garder, pareil, il crée une tension. Je pense déjà qu'on créerait des commissions. Là, en gros, vous avez vu, on n'a pas créé de commission, on n'a pas créé d'autres organes de décision. Vu qu'on n'est que 4, on prend tous les décisions ensemble. Et donc, on créerait peut-être une commission aux travaux, une commission l'accueil, une commission, etc. Pour éviter de prendre des décisions à 20, parce que c'est une dépense d'énergie, mais absolument phénoménale de décider à 20. Et je pense qu'il n'y aurait que quelques décisions à très gros enjeux qu'on prendrait à 20.
Et je pense que si on prenait une décision à 20, atteindre un consensus à 20, franchement, c'est la galère, quoi. C'est le miracle quand ça se passe bien, en fait. Où il y a beaucoup d'autocensure, en fait. Les gens s'autocensurent parce qu'ils ont peur sinon qu'on y passe trop de temps ou qu'on n'aboutisse pas. Je pense que notre base, ça serait plus, du coup, à 20, je ferais plus du vote à choix multiple, la base. Mais les commissions créer des commissions, ça permettrait de garder aussi ce consensus, ce consentement ou des processus qui prennent encore plus soin. Sollicitation d'avis, je pense que ça marcherait très bien, même à 20. Ça prendrait un peu plus d'énergie pour ceux qui proposent, parce qu'entre intégrer 3 avis et intégrer 19 avis ou 10 avis, c'est pas la même chose, mais ça marcherait encore bien. Je pense que ça marcherait très bien. Je pense qu'on créerait beaucoup plus de rôles encore, bien clarifiés. Là, il y a encore pas mal de choses là, qui reviennent à 4 et qui prennent de l'énergie, mais à 20, on ne pourrait pas se le permettre d'avoir tous ces échanges-là informels. Donc, on créerait, je pense, plus de rôles, plus de décisions cadrées aussi. Et après, je pense là, le cas d'urgence, il serait bien adapté encore à 20 personnes. Euh, Voilà. On pourrait éventuellement aussi changer les seuils, de dire là, plutôt que s'il y a une seule personne qui a une tension, là, si on est 20, peut-être le fait qu'une personne ait une tension, ça arrive peut-être trop tout le temps, trop rapidement, donc c'est peut-être que 2 personnes aient une tension. On peut avoir un seuil pour éviter qu'il y ait tout le temps des processus plus lourds qui soient utilisés. Voilà mes intuitions un petit peu sur comment cette gouvernance-là pourrait évoluer pour plus de personnes. Je pense de ce que tu dis, c'est de vraiment définir qu'est-ce qui est d'un enjeu suffisant pour amener à la réunion et ce qui peut être géré par rôle ou en pôle. Oui. Et comment on fait pour... Enfin, je sais que c'est... Il n'y a pas de réponse unique, hein, mais l'idée pour définir justement ce seuil. Eh ben, c'est compliqué parce que l'enjeu, en fait, effectivement, le niveau d'enjeu, c'est un critère très important à prendre en compte pour le choix du processus. Et en fait, c'est une question extrêmement subjective. Mhm. Et on ne peut pas forcément la dire comme ça a priori, quel va être l'enjeu de cette décision. Euh, et alors, on peut le mesurer quand même. C'est subjectif, donc on ne peut pas forcément le savoir a priori, mais on peut le mesurer. Par exemple, on peut demander aux gens de noter, tiens, on a cette décision-là à prendre, pour vous, c'est quoi le niveau d'enjeu? Et puis on fait la moyenne, par exemple. On dit, bah, c'est ceux qui ont le natif fort en jeu, c'est eux qui vont décider. Ou si le niveau d'enjeu est supérieur à tel seuil, bah, du coup, nanana. Voilà, on peut le mesurer en questionnant les gens. Après, il ne faut pas que ça prenne trop d'énergie à faire. Ça peut être une des manières de mesurer le niveau d'enjeu. Et sinon aussi, quand même, avec le temps, en vivant ensemble, en fonctionnant ensemble, il y a quand même une forme de culture de groupe qui s'installe. Et on commence à avoir un petit peu une sensibilité à où est-ce qu'il y a de l'enjeu ou pas. On commence à se connaître mutuellement. Donc il y a quand même une sensibilité qui se développe. Voilà. Mais c'est pas évident à prendre en compte avec la subjectivité. Et pour la sollicitation d'avis, tu as dit en grand groupe, enfin, ça voudrait dire qu'on doit solliciter 19 avis. Moi, ma compréhension de la sollicitation d'avis, c'est qu'on sollicite les personnes impactées et les experts. Oui, Donc là, merci. encore une fois, si c'est une décision qui impacte tout le monde, potentiellement, on a un enjeu assez élevé. Si c'est une décision qui impacte 4 personnes et on a besoin d'un expert, ben là, on est plus dans un comité restreint. Enfin, en même temps, c'est la manière dont je le comprends. Merci Nadège, tout à fait. La sollicitation d'avis, le principe, c'est de consulter les personnes concernées ou compétentes. Et en fait, c'est pas forcément tout le monde. Si ça se trouve, ça peut être tout le monde, mais pas forcément. Et donc, voilà. Mais pareil, c'est subjectif. Qui est concerné ou pas? Des fois, on va dire que on pense que machin est concerné alors qu'il s'en fout. Des fois, lui, on dit qu'il n'est pas concerné alors qu'en fait, il va mal supporter qu'on ait pris la décision sans son avis. Mais oui, c'est pas le but de tout décider à tout le monde. Ok. On arrive proche du terme. Euh, moi, j'ai une petite clôture. Est-ce qu'il y a encore une ou deux questions là avant de. J'ai une petite clôture aussi qui dure quelques minutes. Est-ce qu'il y a encore une question? Quelqu'un qui n'a pas eu l'occasion d'avoir la parole, de poser de questions?
Moi, j'ai une question, mais qui ouvrirait sur un grand sujet. Du coup, ce sera peut-être plus pour répondre à ta question sur ta newsletter de quels sont les sujets qui nous intéressent, mais je vois un lien quand même avec ce qu'on a fait là. C'est est-ce que en filigrane, quelque part dans les coulisses de ce que tu nous as expliqué sur votre fonctionnement, il y aurait aussi les principes sources, le rôle de la personne source globale, et du coup, quel est son périmètre d'autorité dans tout ça, en fait? À quel endroit il y a un pouvoir sur ces processus et à un moment donné, une intervention éventuelle. Enfin, peut-être un teaser pour un prochain numéro. Ouais, il y a plein de... C'est passionnant. Moi, j'adore, hein. Je passe ma vie à explorer ces sujets-là de gouvernance. Ça peut être l'occasion, effectivement, d'un article, d'autres webinaires. Je vais quand même te répondre, Sandrine. Ça va être bref, mais je vais te répondre. Donc, les personnes sources, pour les gens qui ne connaissent pas, enfin, il y a les principes sources qui ont été écrits. Zut, j'ai mangé son nom par un Suisse, mais si vous tapez les principes sources, vous allez les trouver. Mais ça a été traduit en français par Stéphane Merkelbach. Il y a 2 livres en fait dessus. Et grosso modo, si je devrais un peu caricaturer le truc, c'est des principes en fait qui institutionnalisent le côté un petit peu ancienneté et leader, c'est-à-dire la personne qui a initié le projet. On institutionnalise un peu le fait qu'il a du pouvoir en plus, en fait, qu'il a du pouvoir en plus, qu'il est plus inspiré et que du coup, c'est lui qui, dans les crises, va nous guider. Voilà, on lui donne, on va institutionnaliser qu'on lui donne plus d'autorité à cette personne. Ce qui est intéressant, enfin, pour moi, ça, c'est un modèle de gouvernance. Comme peut y avoir le côté, bah, on fait que voter, ou on fait une hiérarchie avec que des rôles, ou pour moi, c'est un extrême, en fait. C'est-à-dire les principes sources, ça va dans un extrême on donne le plus de pouvoir possible au côté ancienneté et leadership. Et pour moi, ça manque d'équilibre en fait. C'est intéressant, et c'est intéressant d'intégrer ça. Il y a des choses intéressantes là-dedans, mais pour moi, ça va trop loin. Peter Koenig, merci pour le nom du créateur de ça. Il y a des choses intéressantes, mais pour moi, ça va trop loin. Et moi, on pourrait considérer que je suis la personne source du MASE. Je suis la personne source de la gouvernance intégrative, c'est très clair. Le MASE, c'est quand même moi qui ai initié, qui ai lancé, c'est moi qui ai pris le premier risque, qui définit comme la source, qui ai envoyé le premier email pour créer ce projet. J'ai pas du tout envie d'avoir ce pouvoir-là, un pouvoir supplémentaire aux autres dans le cadre du Oasis du Mazet. C'est hyper important qu'on soit à égalité. Et de fait, on peut voir qu'il y a certains endroits où je peux avoir plus de aussi par mon caractère assez affirmé, qu'il y a des endroits où j'ai plus de pouvoir, où je peux avoir plus de pouvoir que les autres, pas tout le temps. Et c'est pas en tout cas quelque chose que j'ai envie d'encourager, d'institutionnaliser. Au contraire, tous, on a plutôt envie de partager le pouvoir. Voilà pour la réponse. Merci pour cette réponse. Alors, pour conclure, hop, une petite page de pub. Donc j'espère que ce webinaire vous a intéressé. Vous voyez qu'on a, par rapport à la définition de départ, hop, je retourne sur la définition de départ. Vous voyez qu'on a abordé qu'une petite partie, hein. On a beaucoup parlé des processus de décision, un petit peu des rôles, pas trop des instances, choix du processus un petit peu. On a à peine parlé des réunions, circulation des informations. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses encore il y aura beaucoup de choses à voir. Mais c'est bien, ça nous laisse d'autres occasions d'approfondir. Et justement, si ça vous intéresse d'approfondir, sur le site, donc c'est gouvernanceintégrative.com, il y a plein d'articles gratuits. Je vais vous envoyer quelques liens là, sur des choses que j'ai citées. Il y a plein de ressources gratuites, de fiches de processus, de plein de choses. Il y a des témoignages de gens qui ont été formés, accompagnés. Il y a des événements. Donc, ça soit des fois des ateliers, des fois quand il y a des festivals ou des choses, moi ou d'autres gens, parce que là, j'ai formé d'autres professionnels. On a un réseau de 8. Et là, j'ai encore 10 personnes professionnelles que je suis en train de former. Donc, il y a vraiment un réseau avec des gens dans toute la France qui est en train de prendre corps. Donc, il y a des ateliers, il y a des webinaires, il y a des codev, c'est des moments d'entraide entre pairs qui sont assez chouettes. Voilà, donc tout ça, vous pouvez le retrouver. Donc, je vous enverrai un lien là, à la fin du webinaire. Il y a des pages Facebook, LinkedIn, il y a la newsletter aussi. Voilà, donc ça, c'est des manières de rester en lien, d'approfondir. Et sinon, il y a les formations.
Donc, il y a le module de base là qui dure 2 ou 3 jours, ça dépend des formules. Donc, il y en a un là, le 10-12 novembre à Saint-Antoine-l'Abbaye en Isère et 8-10 janvier en Anjou, là, près d'Angers. Et en fait, les modules de base, là, les formations, du coup, on peut expérimenter, très participatif, plein de choses. Là, on peut approfondir là, toutes les questions qu'on a vues, expérimenter. Et j'ai une particularité, c'est que je programme les formations quand il y a de la demande. Donc, si vous êtes intéressé, vous allez sur le site, il y a un formulaire pour vous préinscrire qui n'engage à rien. Et en fait, dès qu'il y a suffisamment de gens dans une région, je lance la formation et du coup, les préinscrits ont une réduction. Et du coup, je choisis une date et un lieu qui vous convient, quoi. Voilà. Ensuite, il y a un module pro pour les gens qui ont envie d'accompagner des structures, qui l'utiliser à niveau professionnel. Là, il y a une formation qui est en cours et puis la prochaine, elle sera en 2024. Et puis, je créerai au fur et à mesure qu'il y a de la demande pour des points précis, des formations, des formations à thème. Voilà, je le fais au fur et à mesure de la demande. Et puis, les accompagnements, n'hésitez pas. Voilà, si pour une structure que vous accompagnez, vous avez envie d'en savoir plus. Voilà, quelle que soit la nature de l'organisation. Eh ben, je vous remercie tous. Merci C'est à un grand toi, merci plaisir là, de beaucoup. passer ce Ouais. moment ensemble. Mm. Merci pour votre participation. Merci à toi. Merci. C'est super. Bonne soirée tout le monde, merci. Merci. Bonne À soirée. bientôt.